mon frère Jacques est daltonien. C'est-à-dire qu'il voit les couchers de soleil en vert pomme. Et quand il était petit, on lui demandait souvent comment il faisait pour différencier la lumière rouge de la lumière verte au feu de circulation. C'est facile, la verte est plus blanche. Enfin, j'espère pour lui qu'il ne voit pas les femmes verdir en sa présence, parce que vraiment, rougir pour lui, ça veut pas dire tout à fait la même chose que pour moi, c'est pas la même réalité. On est nés tous égaux, comme on dit, mais tous différents, comme on peut voir. Nos amis les animaux ne voient pas les couleurs comme nous. Certains, on prétend que certains voient dans l'infrarouge. On sait même qu'ils voient dans l'infrarouge. Et on suppose que d'autres voient le monde en gris. La couleur, c'est pas une donnée objective, c'est pas une donnée identique et égale pour tous. Dans le fond, c'est un phénomène de perception, un phénomène subjectif de perception, ne serait-ce que du point de vue biologique. C'est-à-dire, c'est une représentation construite à partir de sensations qui sont fort différentes d'un individu à l'autre et même d'une espèce à l'autre. Ma fille Ève a eu une couleur préférée pendant toute son enfance, le rose. C'est drôle parce qu'elle s'appelle aussi Gabrielle Rose Ève. Tellement favorite la couleur rose que on l'habillait en rose. Sa chambre était peinte en rose. Ses gâteaux d'anniversaire étaient colorés en rose. Vive les gâteaux aux cerises. À l'adolescence, vous le donnez en mille, comme il fallait s'y attendre, sa couleur préférée est devenue le noir, bien entendu, parce que le noir, c'est la couleur préférée de toutes les adolescentes. D'ailleurs, de ce que je l'ai pu vérifier par le choix des couleurs de leurs vêtements, ses amis, et de leur rouge à lèvres. D'ailleurs, pourquoi un rouge à lèvres peut être noir? Enfin, un rouge à lèvres noir. Le vernis à ongles aussi était noir. Quelqu'un qui se promène dans le monde puis qui voit le monde en détestant le mauve ou en détestant le turquoise, il vit pas dans le même monde visuel que celui qui adore le blanc et qui adore le rouge. Du moins, il voit pas le monde, il le perçoit pas, il l'apprécie pas, je dirais, de la même manière. La couleur, et plus particulièrement l'appréciation de la couleur, apparemment, c'est pas une donnée objective, c'est aussi une donnée psychologique. La couleur est aussi une donnée, si elle est une donnée psychologique, c'est aussi une donnée culturelle. Chez nous, en Occident, le noir, par exemple, c'est la couleur des ecclésiastiques. En Inde, c'est la couleur safran, très différent. Chez nous, le noir, c'est la couleur du deuil. Aux Indes, on a opté pour le blanc. Dans des cérémonies officielles, par exemple à Paris, à Ottawa ou aux Nations Unies, les hommes d'État vont être habillés en noir, avec un nœud papillon noir, mais les garçons de table aussi vont être habillés en noir, avec chemise blanche et nœud papillon noir. Et ils n'arriveront sûrement pas en limousine rose. Sûrement pas. Non, la limousine va aussi être noire. Le noir, c'est la couleur du chic chez nous. Mais les Africains, eux, vont venir habillés de tissus élégants, merveilleux, colorés, bigarrés, coupés d'ailleurs dans une coupe, dans des tissus soyeux et colorés qui sont, chez nous, généralement réservés aux femmes. À chacun sa culture. Le noir, c'était la culture des uniformes des SS. Et ils n'y voyaient pas nécessairement de rapport. C'est également la couleur de plus en plus à la mode dans les corps policiers à travers le monde entier. Parce que le noir, c'est la couleur de l'autorité. La hiérarchie catholique, quant à elle, a choisi le blanc comme couleur d'autorité ultime. La calotte, la soutane, la collerette, la pape mobile, tout ce qui représente l'autorité papale est de couleur blanche. La Janglade et le bonhomme carnaval sont aussi habillés en blanc, mais pour d'autres raisons, bien entendu. Et dans la hiérarchie catholique vient, après le blanc, la pourpre. Enfin, le pourpre et la pourpre, c'est deux choses différentes. La pourpre pour distinguer la couleur de l'étoffe, et de la fonction d'ailleurs.
Parce qu'on revêt la pourpre pour devenir empereur ou cardinal, c'est dire du prestige de la couleur pourpre. Puis les simples prêtres, eux, vont être habillés en noir, qui demeure aussi la couleur de l'autorité divine qui leur est, pour ainsi dire, déléguée. Les moines plus humbles vont s'habiller en brun ou en gris, qui sont des couleurs plus humbles et qui sont propres à leur état de moine, de subalterne. Mère Teresa portait un costume blanc et bleu. Le blanc pour attester de sa virginité, et aussi pour des raisons climatiques, faut dire, et le bleu pour témoigner de son allégeance à la Vierge Marie, parce que le bleu, c'est la couleur mariale. Je ne connais pas de drapeau gris, brun, beige. Les drapeaux sont plutôt bleu, blanc, rouge. Des couleurs voyantes, des couleurs franches, hein? Et c'est aux frontières, comme le fait remarquer Conrad Lorenz dans un de ses livres, c'est aux frontières qu'on va porter le plus les couleurs nationales pour se distinguer. Ou d'ailleurs, c'est aux frontières qu'on va avoir le plus de drapeaux, parce que chacun veut marquer son territoire de façon ostensible. D'ailleurs, on dit hisser les couleurs pour signifier hisser le drapeau. D'ailleurs, les drapeaux, les couleurs, c'est important. Si vous êtes sympathisant des Hells et que vous portez les couleurs, faites bien attention si vous entrez en territoire ennemi. C'est par les couleurs qu'on va vous reconnaître, entre autres. Les drapeaux et les fanions, d'ailleurs, possèdent un code de couleurs qui est propre. L'héraldique, la science qui s'occupe, la discipline qui s'occupe justement du code symbolique des couleurs, s'occupe de ça. C'est un art qui se perpétue encore parce que à l'ère des télécommunications, de l'Internet et du fax, on hisse encore sur les navires des drapeaux de couleur pour signifier des codes de la maladie à bord ou Dieu sait quoi. Mais le plus beau drapeau, c'est le drapeau des pirates, bien entendu. Ossements croisés et tête de mort blanc sur fond noir. C'est à faire frémir puis à faire rêver les petits garçons que peut-être je suis resté encore. C'est le plus beau drapeau. Le design graphique, en fait, c'est peut-être dérivé de très loin de l'art héraldique. Le design graphique s'intéresse à l'image de marque et s'intéresse au logo d'entreprise. Et ça répond sans doute aux mêmes besoins pour l'entreprise d'aujourd'hui que celui des sociétés anciennes. Le désir, dans le fond, de se faire reconnaître et de se démarquer par un emblème. Et la couleur, dans cette matière, joue un rôle aussi important que la forme. Il existe des couleurs réservées, si on peut dire. Il y a un bleu, l'Auto-Québec. Il y a un rouge Ferrari, très connu. Il y a un jaune Rona. Il y a un vert Simons. Il y a un brun UPS. J'ai même entendu dire que Coca-Cola voulait faire breveter son rouge. Le kaki est la couleur de l'armée de terre, pour des raisons évidentes, le camouflage. Bien que maintenant, il existe des couleurs et des motifs de camouflage qui sont mieux adaptés aux différentes situations de combat à travers le village global. Des déserts, des forêts denses, des montagnes enneigées, des milieux urbains. Ça me fait penser que en octobre 70, il y avait un pauvre soldat qui montait la garde devant une succursale de la Banque de Montréal au centre-ville, avec des branches d'arbres attachées à son casque. Alors, je me suis approché de lui, je lui ai amicalement suggéré le port de briques au lieu de branches, qui aurait été un peu plus approprié aux circonstances et surtout au décor. Vous savez, joliment disposé autour de son couvre-chef. Ça m'a valu un petit quart d'heure d'explication avec le dit chef. Et pour des missions des Nations Unies lors des conflits internationaux, l'ancien premier ministre du Canada, Lester B. Pearson, a inventé les casques bleus. Une force militaire, mais qui a un but, le maintien de la paix. La couleur bleue a toujours eu une aura de paix et de sérénité. Donc, elle était absolument fort bien choisie. Puis, on suivit les casques blancs avec une mission analogue, c'est-à-dire bien visibles dans leurs chars d'assaut blancs et leurs véhicules militaires de même couleur. Et le code est bien établi. Interdiction formelle pour les belligérants de tirer sur les casques bleus ou sur les casques blancs qui sont étrangers au conflit par définition puis qui sont en mission de paix ou de police. Pour ce qui est des casques kaki, j'imagine feu à volonté. Est-ce qu'un militaire en uniforme rose, ça vous surprendrait? Mais moi, j'en ai vu un de mes propres yeux au Maroc,
les gardiens du mausolée de Mohamed V, le grand-père du Mohamed actuel, ben, sont vêtus de rose. En fait, ils ont des uniformes rouges, un uniforme d'apparat, faut dire, rouge, mais avec une espèce de surplis blanc qui ressemble un peu à des rideaux plein jour, et ça fait donc une transparence, ça fait rose. Mais je vous assure que leur arme automatique puis leur humeur, ça va sans doute vous enlever le sourire en leur présence. Les partis politiques choisissent tous des couleurs qui les représentent. Bien que, dans le fond, ça se résume à des couleurs assez simples. Hein? Le rouge, l'enfer est rouge, comme disait l'autre. Bleu, le ciel est bleu, le bleu Québec. Et vert, le vert est écologique. Mais je pense pas qu'il y a de partis politiques qui adoptent le jaune. Parce que le jaune, c'est une couleur honey. Pensez à l'étoile jaune des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Pensez à l'expression journal jaune, hein? Le jaune qui signifie ici de qualité et de morale douteuse. Un individu jaune, un jaune, c'est le synonyme d'un tir au flanc. Rire jaune, c'est-à-dire un rire sans gaieté, un rire forcé et qui sonne faux dans le fond. Le jaune exprime et inspire la haine. Ça couvre la personne ou la chose à qui on l'applique, ça la couvre de honte et de mépris. À tel point d'ailleurs que quand on a besoin du jaune à la télévision, par exemple dans une publicité pour les couches de bébé, le pipi de bébé, excusez-moi, c'est jaune. Mais dans la publicité, on va choisir le bleu. On ne s'aperçoit pas de l'incongruité de la chose. La couleur est hautement politique et le jaune n'est pas politiquement correct. In the town where I was born. Le langage aussi se sert des couleurs pour exprimer des notions comme la virginité, le mariage en blanc, de ma blanche main, avoir carte blanche, faire un chèque en blanc, il n'y a pas plus virginal qu'un chèque en blanc. Ou ça peut aussi exprimer le danger, voir rouge, alerte rouge, téléphone rouge, mon compte est dans le rouge. On va parler d'une zone grise pour indiquer ce qui est incertain. Et le noir, on va l'attribuer au dessin, au sombre dessin, l'aspect louche ou équivoque des individus. Sombre histoire. Et pour parler d'un temps, une météo terne et ennuyante, on va employer en météorologie, je l'ai entendu en Belgique un jour, la speakerine qui disait à la télévision, de gris pâle à gris foncé sur l'ensemble de nos régions. J'imagine que vous avez imaginé des galants de la cour, des jeunes garçons habillés en bleu pâle et en rose pâle, qu'on appelait les muguets de la cour. Des jeunes garçons fort distingués et habillés de couleurs qu'on porterait pas aujourd'hui. Autre temps, autre mœurs, dit-on. Moi, je dirais autre époque, autre couleur. Les gentilshommes français du temps Louis XIV portaient des habits jaune pâle ou bleu poudre, avec aux manches quantité de dentelle et de froufrou et toutes choses aujourd'hui inconvenantes et inconcevables. En plus, il était maquillé, sa perruque blanc-rose était parfumée et ses collants ne faisaient sourire personne. Et personne n'aurait fait de blague sur sa masculinité. Hein, aujourd'hui, la mode est plus straight. Les couleurs sont plus uniformes, surtout pour les hommes. Pensez aux hommes d'affaires, bruns, gris et bleu et noir, et ça se résume à ça. D'ailleurs, faudrait s'interroger sur ce qu'on appelle les couleurs à la mode. Qu'est-ce que c'est qu'une couleur à la mode? Quand on sait que les couleurs à la mode aujourd'hui ont été choisies il y a 2 ans par un organisme international ultra select qui détermine, on peut dire, qui impose ce qui sera in ou ce qui sera out. En fait, être à la mode, qui en principe devrait vouloir dire être au goût du jour, ça veut plutôt dire se conformer aux impératifs d'entrepreneurs qui ont décidé il y a 2 ans ce qui serait la mode aujourd'hui. Des entrepreneurs qui ont compris que la manière de penser des consommateurs, c'est une chose qui est appelée à changer et ils ont justement intérêt à ce que la mode soit peu durable.
ces entrepreneurs. Et c'est pour ça ils ont décidé il y a 2 ans ce que nous aimerons aujourd'hui. Après tout, il faut bien donner le temps aux fabricants de boutons, aux fabricants de tissus ou d'accessoires d'automobiles de planifier leur production. Normal.